c'est que ça vient... Ça vient du fond du cœur. Exactement, ça vient questionner son monde intérieur. Concernant donc la vie de couple, tu vois, est-ce que on parlait d'une personne qui est à fond dans l'évolution, dans la transformation, dans le changement, dans la progression, et l'autre qui le serait un peu moins. Est-ce que il faut nécessairement tous les deux être dans cette perspective d'évoluer, de progresser pour pouvoir vivre ensemble? Est-ce que c'est indispensable? Non, pas du tout. En fait, la base pour moi de toute relation, et la relation de couple, c'est celle où il y a le plus d'enjeux, parce que c'est celle où on met le plus de projets, d'espoir. C'est la relation la plus intime qui existe après peut-être la relation parent-enfant qui doit être aussi très intense, mais où il y a d'autres rôles et d'autres implications. Là, on est sur l'idée de deux êtres qui sont au même moment de vie et qui veulent aller dans la même direction et qui ont le même... plus ou moins le même âge, même niveau de alors, conscience, non, ça sera impossible parce qu'on n'est pas tous les mêmes, mais voilà, on se choisit pour partager un bout de chemin. Et moi, je pense que la vraie question dans la relation, c'est quels sont mes besoins. On a un gros problème dans notre société, c'est que en fait, la vie, c'est une suite de besoins. T'as tes besoins personnels et primaires, qu'on connaît tous, manger, boire, dormir. Mais en fait, t'en as plein d'autres. Et en fait, on a du mal à faire le point. Et je pense que c'est là où la maturité, quand on traverse les relations et plein d'autres choses, on est obligé de plus en plus de faire ces points-là, même si on ne sait pas que ça nous amène à nos besoins. Et c'est bien d'identifier rapidement, du coup, que ça nous ramène aux besoins. C'est quels sont mes besoins dans une relation pour être bien, pour être heureuse, pour que ça fonctionne. Et en fait, on va se rendre compte qu'on en a plein. Donc c'est pas forcément, pour répondre à ta question, c'est pas forcément est-ce qu'il faut qu'on aspire aux mêmes choses, qu'on ait des caractères peut-être qui se ressemblent ou des choses comme ça. Moi je pense pas, parce que je trouve que la complémentarité est très intéressante dans un couple, peut-être plus que d'être similaire, parce qu'il y a une idée d'évolution. Mais c'est est-ce qu'on a les mêmes besoins fondamentalement, et du coup est-ce qu'on a besoin tous les deux de communication, est-ce qu'on a besoin tous les deux de soutien, est-ce qu'on a besoin d'honnêteté dans la relation, est-ce qu'en fait on a les mêmes besoins fondamentalement, parce qu'après qu'il y en a un qui évolue beaucoup et l'autre pas, qu'il y en a un qui voyage beaucoup et l'autre qui soit plutôt dans une stabilité géographique, peu importe, si la relation vient réellement remplir les besoins, je pense que ça va le faire. Qu'est-ce qui fait que tu... Qu'est-ce qui fait qu'on peut être amené à vivre pendant 7-10 ans avec quelqu'un, donc partager son quotidien, et au final, à l'issue de toutes ces années, tu te rends compte que tu es totalement différent de cette personne. Alors vous avez partagé, vécu les mêmes choses. Alors déjà, je pense qu'on est tous différents. Enfin, je pense que tu rencontreras jamais un deuxième toi et ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Ça n'aura pas beaucoup d'intérêt parce que, bon, à part te faire vraiment miroir, et de toute façon l'autre dans la relation nous fait miroir, mais quelqu'un de différent, ça sera toujours ça. Ceux qui partent en disant il est trop différent de moi, c'est pas une vraie raison de partir. L'autre sera toujours différent. On est tous uniques, donc voilà, avec... nos personnalités, nos vécus, nos éducations, ce qu'on a guéri, ce qu'on n'a pas guéri, enfin voilà, on est différents. Et on aspire souvent à des choses différentes. Par contre, encore une fois, les besoins, pour moi, c'est la clé. Et ce qui fait que des fois, au bout de 7, 10 ans, 20 ans, 15, autant de temps que tu veux, et parfois un an, tu finis par te séparer et te dire en fait ça le fait pas du tout, c'est juste qu'à un moment donné ça matche plus sur les besoins. Alors soit parce qu'il y en a un qui a évolué et en effet qu'il y a des aspirations parce qu'on change,
Le but de l'évolution, c'est de changer. Si tes repères sont tout le temps les mêmes, si tes repères et ton décor c'est toujours le même, c'est bien que t'as rien changé. C'est la preuve factuelle du non-changement. Donc le changement, c'est à l'inverse, le fait que le décor change, que des repères changent, que des volontés changent, que des besoins changent. Donc ces changements-là viennent s'opérer dans la vie de la relation. Et normalement, parce que voilà, tout couple qui peut avoir une bonne communication, on peut voir l'autre, on est en train de voir l'autre évoluer, on voit ses repères évoluer, et on réadapte en fait. On réadapte des choses dans la relation par rapport à ces changements. Et sans jamais s'oublier ou oublier nos propres besoins. L'adaptation ne veut pas dire qu'on s'oublie ou qu'on se sacrifie. L'adaptation veut dire, avec mon décor et son décor qui est en train de changer, comment on fait pour toujours continuer à être dans la même, dans un bon fonctionnement de couple. Et ça, en fait, on le fait très naturellement. On s'en rend pas compte. Parfois, il y a des gros changements qui impliquent des grosses conversations, parfois des grosses remises en question, et voire même des séparations. Mais la plupart du temps, ça se fait assez naturellement, en fait. Donc voilà, après il y a l'évolution, quoi. L'évolution des besoins. Est-ce que changer, évoluer et se remettre en question, ça peut faire de nous des personnes totalement différentes? Totalement non. Parce qu'il faut bien comprendre quelque chose, c'est que totalement non. Il y a quand même quelque chose dans ce qu'on est qui reste, ce truc un peu impalpable qui fait ce qu'on est, qui peut pas changer, voilà. Tu vois, je te retrouve aujourd'hui, alors que ça fait super longtemps qu'on s'est vu, je sais que c'est toi, enfin, il y a quelque chose qui fait que je sens plein de choses en toi qui ont évolué, et à la fois, il y a ce truc impalpable qui fait que moi c'est moi, et toi c'est toi. Et ce truc fondamental de notre personnalité, de notre âme, voilà, cette unicité, ça nous est propre. Donc ça disparaît pas. Par contre, ce à quoi j'aspire aujourd'hui, mes besoins actuels, là où je vais, ma direction, ma manière de vouloir faire les choses a peut-être changé. Et ça, oui, ça on change là-dessus. Mais pas sur ce qu'on est, vraiment. Alors, c'est pas... Faut faire quand même très attention à ce prisme-là, parce que ça veut pas dire qu'on n'évolue pas dans ce qu'on est. C'est là où c'est très particulier. Le monde humain est très subtil, et à la fois quand je dis ce qu'on est vraiment ne change pas, ça veut pas dire qu'on est ancré dans ce qu'on est, c'est-à-dire que ça veut pas dire qu'on peut pas évoluer, sinon mon métier entre autres ne servirait que de chi, soyons clairs. Mais donc bien sûr que quelqu'un qui a par exemple passé 10 ans de sa vie à être malhonnête peut devenir honnête, parce que c'est une valeur, l'honnêteté, c'est quelque chose qu'on intègre. Donc bien sûr qu'on peut changer des choses de nous, des parts de nous, mais souvent on change parce que ce qu'on est vraiment en a besoin maintenant. Voilà. Mais ce qu'on est reste ce qu'on est. Tu vois. C'est la conscience voilà, est complexe. Jusqu'où est-ce qu'on peut changer? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut changer? Jusqu'où et jusqu'à quand? En fait, ta limite, elle est très claire, parce que tu n'auras pas d'envie d'y aller. Ce que tu n'es pas, tu n'as pas d'aspiration à y aller. Il n'y a pas cet élan de vie qui t'amène à y aller. Donc, ou alors tu vas juste te tromper et dire bon bah demi-tour, j'ai essayé et puis finalement non, et voilà. Changer, c'est déjà, il faut dire la vérité, c'est un bête d'effort de changer. Ça implique des choses. Voilà, on parlait de confort tout à l'heure, ça implique de l'inconfort, ça implique de changer un repère en nous. Donc ça veut bien dire que tu passes par une zone de flou. Quand tu retires quelque chose pour y mettre quelque chose d'autre, tu passes par le moment où il n'y a rien. Ce moment de super flou que tout le monde adore, où tu sais pas où tu vas, tu sais plus qui tu es, tu vois, ça veut dire que tu es en plein changement. C'est très chiant, mais c'est exactement ce qui prouve que tu es en plein changement. Genre, en ce moment, je ne sais plus. Voilà, tout le monde te pose des questions et tu réponds, je ne sais pas, je ne sais plus, Voilà, ça veut dire que tu es en plein changement. Et donc, c'est pas agréable. C'est vraiment pas agréable de perdre une part de soi, de passer par cette transition qui est floue, qui est inconfortable, et de pas exactement être sûr de savoir ce qu'on va mettre à la place, ou de pas être sûr d'arriver à le mettre à la place si on sait déjà ce qu'on y veut.
Voilà, c'est pas agréable. Donc le changement, de toute façon, ça implique déjà un effort et des sensations qui font que t'as pas envie de changer tous les quarts d'heure, soyons clairs. Donc, jusqu'où tu peux changer? Jusqu'à ce que t'en aies plus envie ou que ça t'aspire pas. Mais de toute façon, des élans de changement, on n'en a pas non plus. On en a régulièrement, mais des gros changements qui impliqueraient un changement assez conséquent sur qui tu es, on n'en a pas tous les quarts d'heure. On les a tous les combien? Ah, je saurais pas te dire, mais je pense que c'est ce qu'on appelle les transitions de vie. Je pense que t'as même l'impression parfois de passer un cap, quoi. De passer un cap, et parfois ça peut même se faire en souffrance, ces caps-là, parce qu'on a vraiment des choses dans la vie qui sont là exprès pour nous faire passer ces caps, parce que on freine des cas de fer pour ne pas changer ça. Et il y a quelque chose en nous qui commence à s'éteindre. Et là, du coup, tu vas vivre des burn-out, des dépressions, des choses assez difficiles. Parce qu'en fait, il y a une part de ton être qui sait que tu dois changer ça et qu'il faut le faire. Et t'as toi qui dis non, je vais pas y aller, je vais attendre d'être un peu plus mal. Donc la vie m'oblige à regarder ça en face. Et du coup, tu vis des choses un peu compliquées. Et souvent, c'est émotionnellement compliqué. Et souvent, on voit les gens qui sortent d'une dépression ou d'un burn-out avoir justement compris quelque chose, ressortir un peu, avoir l'impression... T'as souvent des gens qui te disent « ce burn-out, cette dépression m'a sauvée » ou a changé radicalement quelque chose en moi. Bah oui, c'était le but en fait, c'est que t'avais un espèce de virage de vie à prendre et que malheureusement, t'as pas su entendre complètement les signaux. Et pour ceux qui sortent de ça... t'as changé et c'est pour ton bien. Est-ce qu'on est obligé d'atteindre ce niveau de mal pour obtenir ce... Surtout pas. Surtout pas, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Si vous pouvez vous éviter ça. Mais le problème, c'est que on a souvent la sensation qu'on a le choix, et c'est une vérité dans la vie, mais il y a quand même un niveau de conscience qui fait que parfois on n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'on le voit pas. Il y a quand même un phénomène qu'on appelle le déni. Et le déni, ça veut dire je ne vois pas. Si tu vois, c'est que c'est pas un déni. Enfin, voilà. Si t'as vu ce truc, c'est que t'étais pas en déni. Si tu le vois pas, c'est que t'es en déni. Et la difficulté de la conscience et de l'inconscient, c'est que l'inconscient choisit de mettre des choses dans la case déni. Donc c'est le blackout total. Tu n'as pas vu cet élément et tu ne peux pas le voir parce que ça dérange tes intérêts conscients. C'est-à-dire que rien que d'imaginer que c'est là, alors que c'est déjà là, hein, ça te fait tellement souffrir que ton inconscient préfère te laisser dans le déni. Et en fait, ce déni-là, on n'est pas toujours capable de voir qu'on est en déni, puisque c'est souvent les autres qui nous font sortir d'un déni, d'où l'intérêt d'être soit accompagné, soit d'avoir un environnement qui ose nous dire certaines choses, avec toute la délicatesse du monde, s'il vous plaît. Mais voilà, parce que en fait, tu peux pas le voir. Tu peux pas le voir. Donc quand tu finis en dépression ou en burn-out, c'est souvent parce que tu n'as pas vu. T'es vraiment dans le déni de quelque chose. T'es persuadé de l'inverse. Mais comment faire la différence entre là je suis en déni et je ne vois pas? Parce que je ne sais pas. Mais en fait c'est pareil. Si tu le vois pas, en fait c'est pas juste je sais pas, genre j'avais pas cette information, maintenant que tu me la donnes, ah oui, d'un seul coup je la vois. Ça pourrait être ça, hein, sortir du déni. Mais c'est pas juste je le sais pas parce que je l'ai pas appris. C'est que j'ai vraiment un truc qui fait partie de moi que je ne vois pas. C'est-à-dire que je sais pas, le déni d'une boîte qui fonctionne pas, le déni d'une relation qui fonctionne pas, le déni de... Je sais pas, il y a des trucs énormes qui sont tellement... en fait, souvent, ça t'évite de souffrir, le déni. C'est-à-dire quand tu te dis, j'ai consacré, je sais pas moi... peu importe, 10 ans de ma vie à une boîte et elle va couler... ça peut être aussi une façon de s'en sortir. C'est-à-dire que le déni peut tout à fait nous aider à essayer de garder le cap et peut-être que c'est ce qui va nous sauver. Mais la plupart du temps, c'est plutôt ce qui nous met dedans parce que... Enfin, c'est carrément ce qui nous met dedans, soyons clairs, parce que tu peux toujours trouver le courage en toi de continuer tout en ayant l'information. C'est-à-dire que tu peux toujours sauver une boîte tout en ayant l'information qu'elle peut couler à tout moment. Ça n'empêche pas de garder le cap ou la motivation.
Donc le déni, c'est quelque chose de très souffrant. Si je le vois, si je le vois, je fais face à une vérité qui me fait souffrir. Je fais face à quelque chose qui quand cette réalité va apparaître, ça va vraiment bouleverser quelque chose en moi. Et du coup, l'inconscient le bloque. Parce qu'il a des intérêts autres et parce qu'il veut pas que je souffre aussi. Voilà, ces deux aspects-là. Donc c'est vraiment pas une info qu'on n'a pas, genre j'ai pas appris ça à l'école ou voilà, c'est carrément un truc du style non mais je vous assure, c'est quand on sort du déni, tu fais putain mais comment j'ai fait pour pas avoir ça quoi. Il m'a fallu tant de temps pour m'apercevoir que il m'a fallu manger le mur, une dépression ou que quelqu'un un jour me mette le truc devant le nez, ouvre enfin le rideau et pour que je me rende compte qu'il y avait un rideau là et qu'en fait il y avait un quart de ma vie que j'avais pas vu quoi. Voilà, c'est ça. Et voilà, et t'as même des dénis qu'on appelle des dénis traumatiques, qui sont des dénis liés à des traumas qu'on a et qu'on peut pas toucher du doigt parce que si on les touche, on serait submergé par une espèce de tsunami émotionnel lié au trauma qui fait que, pour l'instant, le corps choisit de nous protéger.